Sénateur Plette, merci. Et merci beaucoup, sénatrice Ringuette, de nous avoir dit si vous alliez appuyer ou pas l'amendement, parce que lorsque je vous écoutais, ce n'était pas clair pour moi si vous alliez l'appuyer. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Alors, merci d'avoir été clair. Moi aussi, j'ai quelques mots à dire sur l'amendement. Et contrairement au discours précédent, peut-être que je vais... ou plutôt comme le discours précédent, moi aussi, je vais peut-être parler d'autres choses, parce que sur les 13 minutes sur 15, on a parlé d'autres sujets que de l'amendement. Mais bon, je suis heureux d'intervenir dans le débat sur l'amendement du sénateur Quinn. Et comme la sénatrice Ringuette l'a dit, moi aussi, je vais être bref. I support. J'appuie l'amendement. Comme je l'ai dit mardi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement devrait avoir plus de temps pour répondre à nos questions qu'à celles des députés. Et je parle des députés à la Chambre des communes, parce que je suis d'accord, comme sénateur Quinn, nous sommes tous des parlementaires. Et je ne vois pas pourquoi laisser le gouvernement ne pas répondre aux questions en déposant seulement un document qui dit qu'ils ne peuvent pas répondre à la question. Je ne vois pas à quoi ça sert. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour rectifier certaines choses qui ont été dites mardi et hier. D'abord, j'ai dit à quelques reprises dans mon discours de mardi que Pierre Poilievre avait pris une avance de 20 points sur les libéraux. 3 sondages publiés cette semaine. Abacus Nanos et Léger montrent que cette avance est maintenant de 21 points. Alors, je rectifie. Je suis désolé. En fait, je note que les libéraux de Trudeau ont perdu du terrain depuis que le sénateur Gould a déposé la motion 165. So clearly, Canadians are not. Alors, clairement, les Canadiens ne sont pas aussi enthousiastes que certains sénateurs le pensent à l'égard du Sénat de Trudeau. En fait, depuis la mise en place de ce nouveau Sénat, il y a eu 2 élections générales en 2019 et 2021. Lors de ces 2 élections, les chefs conservateurs, M. Scheer et M. O'Toole, ont promis de faire marche arrière sur ces changements et ils ont obtenu plus de voix que Justin Trudeau. And Pierre Poilievre, qui a la même politique, a une longueur d'avance qui se chiffre à 21 points. Donc, qu'en est-il des arguments selon lesquels certains Canadiens soutiennent ces réformes? J'ai quand même des doutes. Le sénateur Down m'a demandé mardi si je serais ouvert aux négociations avec le gouvernement relativement à ces changements. J'ai répondu oui. Et je voudrais vous dire que j'ai toujours fait preuve d'ouverture d'esprit, mais il n'y a pas eu d'offre de négociation à ce jour. Apparemment, cette porte est fermée. Il n'y aura pas de négociation. La sénatrice Saint-Germain a dit qu'il faut plus de temps pour répondre aux questions parce qu'il est facile de créer un grand nombre de questions grâce à l'intelligence artificielle. Je voudrais rassurer la sénatrice. Mon bureau pose beaucoup de questions, c'est vrai, mais on se sert de l'intelligence humaine. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle. À la motion 165, on veut limiter le nombre de questions que peuvent poser les sénateurs à 3. Donc, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Les députés qui ont accès aux mêmes outils que les sénateurs doivent attendre 45 jours plutôt que 60 jours, tel que le préconise le sénateur Gould. Ensuite, on a mentionné la Chambre des Lords à titre de modèle expliquant ces changements. J'aimerais corriger 2 choses.
les crossbenchers n'auront jamais de majorité à la Chambre des Lords. Ce serait contre la loi. Les Lords peuvent appartenir à des partis qui sont représentés à la Chambre des communes. C'est vrai, ça. En 2017, le comité spécial sur la taille de la Chambre des Lords a recommandé que les nominations à la Chambre soient liées aux résultats d'élections générales. Le sénateur Dalphond a mentionné les changements apportés aux règles en 1991. Il a dit que c'était la preuve que l'utilisation d'une motion par le gouvernement pour adopter des changements aux règles, comme c'est le cas pour la motion 65, que ce n'était pas un précédent. C'est vrai que les changements ont été adoptés 40 contre 30, mais le vote portait sur un rapport du comité sur le règlement, pas sur une motion présentée par le gouvernement. Nous n'avons aucun problème avec le comité du règlement. Le 18 juin 1991, les sénateurs ont voté sur un rapport du comité. Les libéraux ont voté contre. Et oui, les sénateurs nommés en vertu de l'article 26 de la loi sur l'Amérique du Nord, qu'on appelle les sénateurs de la TPS, ont participé à ce vote. Ils siégeaient au Sénat depuis 9 mois à peine. Le sénateur Dalphond dit qu'il est étonné que ces sénateurs ont voté sur le rapport du comité en 91. Moi, j'espère que les collègues qui se sont joints à nous il y a quelques mois ne devraient pas voter sur la motion 165. C'est ce que j'ai cru entendre. Alors, le rapport de comité a été adopté après une semaine de débat. Les libéraux avaient beaucoup de munitions pour faire de l'obstruction systématique, mais ça n'a pas été le cas. Ils auraient pu présenter des amendements, ça n'a pas été le cas. Ils ont 52 membres dans leur caucus et il y a seulement une personne qui a pris la parole au sujet de la motion et plus de 40% de leurs membres n'ont pas voté. Ça démontre bien qu'il n'y avait pas unanimité, mais plutôt consensus. Étrange. Le comité permanent du règlement a joui de 28 heures pour discuter des changements apportés au règlement. Il n'y a pas vraiment eu des discussions de fond, mais plutôt des discussions relativement au libellé. Alors pourquoi est-ce que le comité du règlement ne pourrait pas tout simplement faire son boulot comme ça a été le cas en 91? Ça, je suis sûre que le sénateur Dalphond serait d'accord. J'aimerais que les choses soient claires. D'avoir un soi-disant Sénat non partisan, c'est un argument qui a été avancé pour qu'on revienne au Sénat tel qu'il a été conçu à l'origine. Mais c'est tout simplement faux. Je le répète, c'est faux. On peut dire que le Sénat Trudeau est un nouveau Sénat, un Sénat moderne, un Sénat du 21e siècle. Moi, je ne suis pas d'accord, mais au moins, c'est vrai qu'on peut défendre l'argument. Mais de dire que la motion 165 et les autres modifications apportées au Sénat par Justin Trudeau, ça nous permet de remonter en arrière pour remettre en place ce qui existait en 1867, c'est un mensonge pur et simple. Il faut arrêter. On ne trouvera jamais de période dans l'histoire du Canada où le Sénat n'était pas une chambre partisane. Cette époque où on pouvait tout simplement débattre des questions en fumant un cigare, c'est une période qui n'a jamais existé, tout simplement. Et la résolution 14 de la Conférence du Québec dit clairement que les nominations au Sénat doivent se faire de façon à ce que tous les partis politiques soient représentés de façon équitable dans la mesure du possible. Permettez-moi de répéter, tous les partis politiques doivent être représentés de façon équitable dans la mesure du possible. Donc, Justin Trudeau refuse de nommer des sénateurs partisans et ça va à l'encontre de ce que le Sénat est censé faire d'après les pairs de la Confédération. Je vais citer James Bowden.
dans un article qui s'intitule The Founders Senate and Ours Canada's Upper House. C'est un article qui a été publié en 2019. La conférence de Québec, les résolutions de Québec et la résolution de Londres ont permis aux responsables de dire que la partisanerie, c'était quelque chose d'intégral au bon fonctionnement de la Chambre haute. C'était pris pour acquis. Ce principe a été accepté. Et en fait, les consultations ou les discussions sont portées sur les façons qui permettraient le bon fonctionnement du Sénat. Donc, des 24 premiers sénateurs du Québec, 16 étaient conservateurs ou libéraux conservateurs, 8 étaient libéraux. L'Ontario a envoyé 14 conservateurs ou libéraux conservateurs et 10 libéraux au Sénat. C'était une façon de refléter la volonté de l'électorat du Canada-Est et du Canada-Ouest. D'autre part, les premiers 12 sénateurs de Nouveau-Brunswick ont maintenu l'équilibre partisan entre 6 libéraux et 6 conservateurs. Pour ce qui est des 12 premiers sénateurs de Nouvelle-Écosse, 8 étaient conservateurs et 4 étaient libéraux. Comme l'a dit le deuxième premier ministre du Canada, Alexander Mackenzie, le Sénat doit être composé d'hommes qui ont des opinions politiques qui reflètent l'un ou l'autre des deux grands partis et qui reflètent les vues de la société. Donc, de dire qu'il faut avoir un Sénat qui est non partisan, ça va à l'encontre de l'idée qui sous-tend la création du Sénat. Permettez-moi de faire une petite parenthèse maintenant. Quand la sénatrice Ringuette, que je respecte beaucoup à titre de bonne parlementaire, qui a été une sénatrice libérale de première envergure, mais lorsqu'elle se lève en cette chambre pour dire qu'on doit être non partisan, je ferai remarquer qu'elle est sans doute, à part moi, la sénatrice la plus partisane qu'on ait au Sénat. Et pourtant, elle se lève en chambre pour dire que le Sénat devrait être non partisan. J'ai vraiment du mal à faire la quadrature du cercle. La non-partisanerie, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Le sénateur Cosner, au moins, est assis où il est assis. Il ne prend pas souvent la parole. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, à un moment donné, il va sans doute retrouver sa langue. Moi, je sais que c'est un libéral pur et dur, et il en est fier. Il est libéral, et il le sait pertinemment. Mais pour moi, il est impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire que ce que fait Justin Trudeau, c'est une révolution. Et puis de dire c'est un visionnaire, et ensuite dire que ces mêmes changements nous permettent de remonter en arrière à l'époque de 1867. On ne peut pas être révolutionnaire et réactionnaire en même temps, c'est impossible. J'aurais encore beaucoup à dire au sujet de cet amendement. En tout cas, je vais vous dire que je vais l'appuyer, mais là, je vais devoir clarifier mes opinions et par conséquent, je vais ajourner le débat pour le temps qu'il me reste. Merci, sénateur.